Troisième partie de l'Africa Newsroom. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Raphaël Gobin, enseignant-chercheur à l'Université Paris 13 Ville-Tanneuse, Makaïla Gebla, journaliste blogueur. Et on passe tout de suite à notre Zoom Société consacré aujourd'hui aux défis en matière d'éducation. Défis en matière d'éducation et les chiffres révèlent un véritable drame. Aujourd'hui, 260 millions d'enfants à travers le monde ne peuvent pas aller à l'école. Toute une génération sacrifiée. En Afrique, ils sont 33 millions à ne pas avoir accès à l'école élémentaire. Au Mali, malgré une amélioration soutenue en matière du taux de scolarisation à l'école primaire, la qualité de l'éducation reste insuffisante, d'où la nécessité de plus de financement. Mathilda Diaby. Le Mali bénéficiera bientôt de 31 millions de dollars en faveur de l'éducation, devenant ainsi le premier État à adhérer au programme de financement signé par la Fondation mondiale Education All Above et la Banque islamique de développement. Vendredi 28 septembre 2018, les deux institutions ont débloqué un fonds de 100 millions de dollars pour permettre aux pays à faible revenu de financer des initiatives éducatives. Cela va permettre alors à l'État malien d'avoir des appuis et des relais internationaux en matière de financement du secteur éducatif. De nombreux pays, dont le Mali, sont aujourd'hui dans l'incapacité d'accéder au financement sur le marché mondial de crédit et donc d'investir suffisamment dans l'éducation. Le Mali, depuis 2000, a enregistré une dimension du nombre d'enfants non scolarisés en âge de fréquenter l'école primaire, mais des progrès restent encore à faire. Nous avons constaté quasiment près de 750 écoles qui ont été fermées dans le nord et dans le centre du Mali. Et aujourd'hui, plus de 2 millions d'enfants maliens dans le nord et dans le centre aujourd'hui ne sont pas scolarisés. Donc ce financement de la Banque islamique de développement est un financement qui vient pour booster notamment le fonds d'investissement qui est consacré notamment à la réforme du secteur éducatif malien. Financer le secteur de l'éducation traduit une volonté de contribuer à sortir les populations de la précarité. Selon les experts, chaque dollar investi dans l'enseignement primaire génère environ 10 dollars de retombées économiques. Alors, durant longtemps, l'éducation bénéficiait de très peu de financement, mais petit à petit, on voit qu'en moyenne, ça reste une moyenne et beaucoup de disparités bien évidemment, mais plus de 16% du PIB de certains pays africains est reversé directement dans la politique éducative. Est-ce qu'on peut dire que l'éducation sort peu à peu du sous-financement? Raphaël Gobin ou Makaïla Gebla? Moi, je pense que cette aide intervient dans un contexte où l'année scolaire qui devait commencer à temps et arrive avec un grand retard. Et ça dénote aussi les échecs successifs de nos États africains à prendre à bras le corps la question éducative. Vous savez, on ne peut pas faire un développement dans un pays sans mettre l'accent sur l'éducation et la santé. Or, aujourd'hui, on assiste à quoi? Il a fallu que la Fondation mondiale d'éducation puisse intervenir, que les fonds de solidarité islamique interviennent pour aider nos États à pouvoir relever les défis éducatifs. Et c'est important, et ça, effectivement, il faut jeter un regard critique par rapport aux dirigeants aussi africains qui, dès 1960, depuis les indépendances, à nos jours, aucun pays africain n'a pu avoir une éducation digne de ce nom. Éventuellement, dans les années 60, on a pensé au Sénégal, qui avait effectivement pu produire des cadres compétents sur le continent. Mais des 70 à nos jours, l'éducation est complètement précarisée, et les écoles ne sont pas bien loties, les enseignants sont très mal payés ou bien payés avec des retards, les arriérés des salaires cumulent. Je pense qu'effectivement, c'est une nouvelle qui a... Alors, où va l'argent exactement? Parce qu'on parle... Voilà, souvent, les chefs d'État disent que le financement est à la hausse. C'est une très bonne question. Où va l'argent, effectivement, où investissent nos dirigeants? Effectivement, l'argent est souvent détourné par les décideurs politiques qui, pour des raisons occultes que nous ne comprenons pas, n'investissent pas sur ce secteur clé qui est l'éducation. On ne peut pas aujourd'hui penser faire un développement d'un pays sans compter sur la jeunesse, qui est effectivement sur les enfants, qui est force de l'avenir. Or,
aujourd'hui dans la plupart des pays africains, que ce soit pays d'Afrique centrale, vous avez le Gabon, le Tchad, des pays pétroliers, vous avez des pays d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, où effectivement on a une situation éducative complètement déstructurée. Donc ça montre effectivement une incurie de nos dirigeants et il faut vraiment relever ces questions-là. Raphaël Goma, vous qui êtes justement enseignant et chercheur, quel bilan vous faites finalement pour ce qui concerne l'éducation sur le continent? Je pense qu'avant que je ne fasse le bilan, je commencerai par dire que, je crois que c'est Nelson Mandela qui avait dit que l'éducation était l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et ça, je crois que ça devait interpeller, disons, toutes les consciences. Et aujourd'hui, il est lamentable de constater qu'en Afrique, les enfants n'ont même pas cette possibilité de s'asseoir sur des tables bancs. C'est dommage. Ils s'asseyent par terre et des classes ici en Europe, où ils ont des classes de 35 élèves. Là-bas, on a des classes de 200 élèves. Donc un amphithéâtre. Un amphithéâtre, mais alors avec un enseignant qui est complètement débordé. Non, je crois qu'il faut qu'on essaie d'être sérieux, parce que tout à l'heure, Zara, vous avez dit que ces chefs d'État mettaient de l'argent dans l'éducation. Mais il faut voir... Non, les chiffres. C'est les chiffres. C'est justement pour cela que j'ai posé la question. Alors on a un PIB 16,9% du produit intérieur brut des pays subsahariens qui est affecté à l'éducation, mais finalement, en tout cas, les enseignants déplorent que l'état de l'éducation je vais vous prendre un exemple. Précaire. Au Congo-Brazzaville, les enseignants sont en grève. L'université Marion Ngouabi était fermée, l'unique d'ailleurs de la capitale. Les étudiants n'ont pas leur bourse, alors qu'on nous dit qu'il y a, disons, un pourcentage sur le budget de l'État qui est énorme qu'on investit dans l'éducation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je dirais que c'est du saupoudrage vis-à-vis de la population. Donc le sous-financement est toujours là, pour revenir un petit peu à la bien sûr. Donc je crois que non, moi je salue quand même que, disons, que l'association Education Above All puisse, disons, mettre de l'argent et que l'UNESCO puisse intervenir aussi parce que n'oublions pas qu'il y a l'Organisation des Nations Unies, donc pour l'éducation, la science et la culture, qui essaie de mettre des programmes de formation des enseignants, mais aussi faire de sorte que dans ces zones, et ils interviennent souvent dans les zones à risque, c'est-à-dire dans les zones de pauvreté, dans les zones des conflits, dans les zones où il y a eu bien sûr des catastrophes naturelles. Ils essaient de mettre le paquet pour faire que ces enfants, ces citoyens deviennent un jour des décideurs, disons des bâtisseurs de leur nation. Ça, je l'encourage et je suis fier. Mais seulement, là où je vais mettre le bémol, que cet argent-là ne soit pas directement alloué à ces chefs d'État. Je pense qu'ils doivent mettre des mécanismes de contrôle et d'application, disons, de ces fonds, parce que généralement, qu'est-ce qu'on constate en Afrique? Ces sous arrivent et aussitôt repartent dans des Panama Papers, dans des banques, dans des, comment dirais-je, les îles Caïmans, ainsi de suite. Il faut qu'on arrête cela. On parlait tantôt des détournements. Je crois qu'il faudra que l'argent que l'on met dans l'éducation pour former un jeune, il faudra que cet argent-là soit strictement réservé à la formation de ces jeunes-là. Et bien sûr, pour créer aussi les infrastructures qui puissent faire de sorte que ces jeunes puissent étudier dans des meilleures conditions. Parce que c'est déplorable quand même. La jeunesse ailleurs, en Europe, les sociétés investissent pour leur jeunesse. Alors qu'en Afrique, permettez-moi le terme, on les assassine. C'était le cas au Congo-Brazzaville, où dans un commissariat, on tue 13 jeunes, alors qu'on aurait dû investir pour ces jeunes-là. Makaïla Gebla. Sarah, lui, il parlait du Congo-Brazzaville. Moi, je vais évoquer effectivement le cas du Tchad, où ça fait pratiquement 5 mois, 6 mois. Alors, il y a un mot de grève d'ailleurs qui a été lancé dans l'éducation. Tout à fait au Tchad. Donc, l'éducation est paralysée depuis 5 à 6 mois. Le dialogue social entre les autorités et le pouvoir est complètement bloqué. Ça montre l'incurie et l'indifférence des autorités, effectivement, que ce soit au Congo ou au Tchad. Mais pour revenir au sujet, c'est que tout à l'heure, Zara, tu évoquais 260 millions d'enfants déscolarisés complètement sur 33 millions en Afrique. Aujourd'hui, tu as mis les curseurs sur la question principale qui nous inquiète et qui nous interpelle, c'est celle d'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, le Mali
est bénéficiaire de cette aide de la Fondation mondiale pour l'éducation et du fonds de... Donc je pense que le Mali est conscient, les autorités maliennes, certes, sont conscientes que l'éducation, quand même, est un vecteur important dans le cadre de transformation aussi bien sociétale, économique de ces pays et qui, franchement, ils accueillent à bras le corps cet investissement. Je pense que tout à l'heure, tu as évoqué la question de l'UNESCO. Il faut que l'UNESCO ait la rigueur dans la gestion et des dons de l'aide publique au développement qui sont accordés à nos États. Or, nos États ne sont pas respectueux, effectivement, de la déontologie dans le cadre de la transparence de gestion de ces aides. Il faut absolument que les institutions internationales qui nous donnent soient aussi regardantes dans la transformation de ces soutiens financiers. Alors, beaucoup de soutiens financiers donc, étrangers, est-ce que cela démontre ou pourrait prouver qu'il n'y a pas, ou en tout cas peut-être une politique éducative sur le continent, ou peut-être est-elle insuffisante? Non, je pense que la politique éducative est insuffisante. Et elle est insuffisante pourquoi? Parce qu'en fait, il faut dire aussi que, disons, les organismes internationaux s'inquiètent. Regardez le nombre, le flux des jeunes qui viennent braver la Méditerranée pour venir en Europe. Ça les interpelle en se disant, mais attendez, pourquoi ne pas mener une politique, une vraie politique éducative dans ces pays-là pour que ces jeunes puissent en sortir au lieu qu'ils viennent mourir en voulant venir braver les mers, les océans pour arriver en Europe. Je pense que cette insuffisance pousse bien sûr les États, comment dirais-je, ou les organismes internationaux se dire, bon, écoutez, mettons un peu de moyens à ces États-là pour former leur jeunesse, car cette jeunesse-là pourra contribuer au développement du continent. Et je pense que c'est cela la clé du problème. Sauf que cet argent-là, malheureusement, est-ce qu'il arrive à toucher les jeunes ou les enfants pour lesquels cet argent est destiné? Je m'interroge là-dessus. Je pense que c'est là où il faudra que les financeurs puissent mettre, disons, un peu de rigueur, un peu de, je dirais, de surveillance pour que, effectivement, cet argent arrive à bon escient. Et j'insiste, tu permets, s'il te plaît, juste un instant, parce qu'on parle du cas du Mali. Vous savez, le Mali connaît des situations troubles dans une partie, dans le nord du Mali. Et c'est des enfants qui sont déscolarisés dans ces régions-là. J'en sais pour preuve parce que j'ai des collègues et des doctorants qui viennent du Mali. Et je pense que c'est une bonne chose que l'on fasse cela, mais à condition que cet argent-là ne se focalise pas seulement à la capitale, à Bamako. Il faudra que cet argent-là aille jusqu'au fin fond, disons, de la zone vraiment réellement touchée par... là où l'État, finalement, n'a plus aucun contrôle. Là où l'État n'a complètement délaissé ses fonctions régaliennes, où l'État n'a plus de contrôle. Tout à fait. Moi, je pense que le choix du Mali est un choix cohérent, lucide, parce que c'est un pays qui sort de la guerre, comme tu disais, Raphaël. Mais moi, mon inquiétude, je partage la même inquiétude, je te prône effectivement le manque de monitoring financier par ces institutions financières qui nous accordent des aides. On a l'impression que quand elles donnent de l'aide, elles se désengagent parce que sous prétexte qu'on va les taxer effectivement du néocolonialisme, etc. Or, il faut absolument pour que l'argent attribué à nos États puisse atteindre la cible. La cible, c'est quoi? La cible, c'est les personnes, le public qui est intéressé et qui devait être bénéficiaire de cette aide. On a l'impression que les institutions financières, que ce soit le Fonds mondial de l'éducation, que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'UNICEF, que ce soit toutes ces institutions, dont ces moyens financiers, mais on a l'impression qu'elles laissent la gestion complètement à nos États. Or, nos États, tels qu'on le connaît, comme tu disais tout à l'heure, le produit intérieur brut qui a été attribué effectivement à l'éducation a été souvent un échec cuisant. Donc il faut absolument que les gens soient aussi sérieux et regardants sur ce qu'ils nous donnent pour effectivement amorcer ou bien soutenir des secteurs comme l'éducation, la santé ou d'autres secteurs vitaux en Afrique. Alors, d'ici à 2030, toujours dans les chiffres, l'Afrique va connaître une augmentation de 33% de la population, 33% de la population en âge de fréquenter l'école primaire, passant de 180 millions à 250 millions. Le défi de scolarisation est donc énorme. En l'état, l'Afrique court à la catastrophe, Raphaël Goma? Non, je ne dirais pas. Est-ce que le continent est prêt à se préparer à ce défi-là? On n'est jamais prêt, mais n'empêche qu'on peut faire de sorte que nous soyons prêts. Mais pour cela, il faudra, disons, une gestion saine.
Il faudra une gestion saine. Et il faudra, et peut-être aussi, que l'on pense à une autre génération d'hommes politiques qui arrivent au pouvoir. Parce que, enfin, excusez-moi de le dire, quand je vois, une parenthèse, M. Paul Biya se représenter au Cameroun, et quand je vois l'état de l'éducation au Cameroun, je me pose des questions. Je pense que nous devons faire des efforts en matière, disons, de renouvellement, disons, des cadres administratifs et bien sûr des cadres politiques. Et je pense que cette nouvelle génération apportera une impulsion qui permettra de se dire qu'on pourra peut-être être prêt pour relever ce défi. Mais à mon humble avis, c'est un défi, je dirais, qui est immense. Mais j'ose espérer, moi... C'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est possible. Moi, j'ai toujours été optimiste. Et c'est pour cela que je me suis engagé dans l'enseignement, dans l'éducation. Et je pense qu'en éduquant, on essaie toujours, disons, de faire émerger des cadres potentiels pour pouvoir gérer une nation. C'est vrai, certes, c'est un défi ambitieux que l'Afrique doit s'attendre. Mais l'Afrique est-elle prête? La question est posée. Au regard de ce qui se passe, au regard de l'instabilité, au regard des conflits, au regard des déficits démocratiques, au regard de la mauvaise gestion de nos États, on pourrait dire, sans se tromper, qu'on ne peut pas être prêt. Mais néanmoins, il faut, comme tu l'as dit, Raphaël, il faut niveler la classe politique, il faut changer de dirigeants, il faut que des gens ambitieux puissent quand même porter cet espoir des peuples africains. Merci beaucoup à tous les deux. Fin de cette émission. Raphaël Goma, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Paris 13 Villetaneuse. Makaïla Gebla, je rappelle que vous êtes journaliste, blogueur. Merci à tous les deux pour votre éclairage tout au long de cette émission. Merci Zahra. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi. Bonne soirée.